Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de la revue L'Hémicycle. Alors aujourd'hui, nous recevons Didier Lebray. Bonjour. Bonjour. Didier Lebray, vous êtes ancien ambassadeur en Haïti, vous êtes ancien directeur du centre de crise du Quai d'Orsay, vous avez été le monsieur renseignement de François Hollande à l'Élysée, avant d'être candidat aux législatives en 2017 sous les couleurs du Parti socialiste. Vous êtes aujourd'hui associé senior dans le cabinet de conseil en intelligence économique ESL Network. Alors, vous avez lancé il y a quelques jours, avec d'autres personnalités, dont l'ancien président d'Action contre la faim, une pétition pour demander à Emmanuel Macron de rendre accessibles les cahiers de doléances du grand débat. Cette masse d'informations, près de 630 000 papiers tout de même, constitue selon vous un trésor national. Vous pensez que tout n'a pas été exploité ? Alors non seulement tout n'a pas été exploité, mais rien n'a été exploité. Parce qu'en réalité, les enseignements qui ont été tirés du grand débat national l'ont été à partir des blocs de questions très fermés qui avaient été posés et dans le cadre d'une plateforme gouvernementale. Mais les cahiers citoyens, c'était la possibilité de recueillir la parole ouverte. Chacun pouvait s'exprimer à sa manière, avec ses mots, sur ce qui le préoccupait, sur sa vision de l'avenir, sur la meilleure façon de répondre aux défis auxquels on est confronté. Donc ça n'a pas du tout été exploité. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Vous avez tout lu ? Vous avez lu les Alors, pages ? on ne peut pas tout lire pour une raison qui est simple, c'est que seule la mairie de Paris a mis en ligne les 9000 doléances qui ont été déposées dans le cadre du débat qui a été organisé par la maire de Paris. Mais ailleurs, hein, ces doléances, elles ont été pieusement recueillies par les mairies, ensuite transférées aux archives départementales. Et à ce jour, bon, pour des raisons liées à la crise sanitaire, on ne peut pas s'y rendre. Mais même en temps normal, vous n'avez aucune garantie de pouvoir avoir accès à l'ensemble des archives pour une raison qui est très simple. C'est qu'elles ont été, ce sont des archives nominatives et que donc la règle des 50 ans s'applique avant de pouvoir les communiquer. Donc vous avez une grande partie qui ne sera pas communicable dans ces circonstances. Et pourtant, c'est un engagement qui avait été pris. C'était un engagement qui avait été pris et une fois encore, il aurait suffi de les anonymiser. De toute façon, même les organismes officiels de type la CADA, qui ont examiné d'un point de vue juridique la situation, ont considéré qu'à partir du moment où c'était un appel politique lancé par le gouvernement, les gens qui mettaient à disposition leur contribution s'attendaient à ce qu'elle puisse être consultable. Qu'est-ce qu'elles contiennent de révélateur d'après vous ? En fait, ce qui est intéressant, une fois encore, par rapport aux questions fermées, c'est que les gens parlent d'eux. Elles sont beaucoup plus incarnées, c'est beaucoup plus vivant. Donc c'est des récits de vie. Et ces récits de vie, ils tournent sans surprise autour de... Il y a trois grands blocs. Hein. Il y a la question les questions de justice fiscale et toutes les questions sociales, la situation dans laquelle se trouve notre pays actuellement. Donc ça fait remonter beaucoup de témoignages, pas seulement des personnes retraitées qui ont râlé parce que la CSG attaquait ce qui leur restait de pouvoir d'achat, pas seulement les étudiants, il y a toutes sortes de catégories de Français qui prennent la parole et qui s'expriment. Donc ça, c'est vraiment le premier bloc. Il y a aussi beaucoup d'expressions sur la transition écologique, avec souvent des propositions intéressantes, qu'on retrouve d'ailleurs dans le cadre de la commission consultative pour le climat. Et puis enfin, et ce n'est pas à négliger, il y a beaucoup de réflexions sur la fatigue démocratique, sur la meilleure façon de revitaliser notre démocratie. Et c'est pour ça que, sans surprise, si vous voulez, les mesures phares qui sont portées par les cahiers citoyens sont des mesures sur lesquelles le gouvernement avait mis un veto a priori. On ne touche pas au SMIG, on ne touche pas aux consultations référendaires, et on voit bien qu'au fond, ça correspond malgré tout à des aspirations très fortes des gens aujourd'hui. Et à quoi ça servirait, selon vous, de les rendre publics, finalement, de les publier dans leur intégralité, ce qui représente, on a vu, 630 000 pages ? D'abord, le respect de la parole donnée. Je veux dire, à partir du moment où on s'engage à faire quelque chose, dans la période de crise de nos institutions, ne pas honorer sa parole, surtout quand elle vient du président lui-même, c'est déjà un déni de démocratie. Donc ça, c'est grave, ça contribue à l'affaissement de la parole publique. Et puis, je pense que c'est quand même paradoxal de pouvoir avoir accès à l'ensemble des doléances de 1789 qui sont mises en ligne et ne pas avoir celles qui sont les plus contemporaines et qui permettraient, à 1 an et demi quand même d'une échéance majeure, qui est l'élection présidentielle, d'avoir une cartographie de ce que pensent les Français, ou en tout cas une partie représentative des Français, et de pouvoir s'en imprégner et de comprendre de l'intérieur quelles sont les aspirations profondes de nos compatriotes. Et ils ont des idées sur beaucoup de sujets.
Et est-ce que vous avez reçu une réponse de la part du gouvernement? On a reçu un Ou des semblant... autorités, parce que le gouvernement peut-être pas, mais... On a reçu un semblant de réponse de cabinets de ministres, de conseillers de cabinet, pardon, qui nous ont expliqué que dans un premier temps, c'était trop lourd, alors qu'il n'y a pas du tout de problème technique pour. Ça a été fait par d'autres institutions, donc il n'y a pas de raison que le gouvernement ne soit pas en capacité. Il n'y avait plus le budget à un moment pour le faire, et puis à la fin des fins, on nous expliquait, comme ça avait été transféré aux archives départementales, c'est vrai que ça rendait les choses plus compliquées, mais il tenait qu'au gouvernement d'organiser les choses différemment. Emmanuel Macron a été accusé de trahir la Convention citoyenne sur le climat, vous y avez fait allusion, parce qu'il refuse de reprendre sans filtre, c'est l'expression qu'il avait utilisée, l'intégralité de leurs propositions. 150 citoyens tirés au sol peuvent-ils imposer leur loi à un président de la République? Je pense que dans l'esprit de nos 150 compatriotes, il s'agissait d'imposer absolument rien à personne. Il s'agissait de faire la démonstration d'un collectif au départ un peu agnostique, c'est-à-dire que personne n'était spécialiste ni des questions environnementales ni du réchauffement climatique, mais qui ont accepté pendant 9 mois de faire l'apprentissage de la démocratie participative, c'est-à-dire de consulter les sachants, de se faire une opinion, d'organiser le débat et à partir de là, de répondre à 2 questions qui sont extrêmement fortes, qui traversent tout le champ politique français aujourd'hui. Comment est-ce qu'on organise en bon ordre la transition écologique sans que ce soit les plus démunis qui en soient les premiers impactés? Cette question, je trouve que ce n'était pas inutile effectivement de voir comment la société française, dans sa plus grande diversité, pouvait y répondre. Et les réponses qui ont été faites, c'est une sorte de baromètre des points d'équilibre qu'on peut atteindre sur divers questions. Je prends par exemple la question du nucléaire. Elle a été sortie très vite de l'équation, parce qu'à un mix énergétique à plus de 75% de production d'énergie nucléaire, les gens, les citoyens ont très vite compris qu'on ne pouvait atteindre aucun objectif, ni social, ni écologique, et donc il fallait raisonner avec des paramètres différents. Donc on voit bien que ce n'est pas juste la sagesse populaire, c'est le fait que le point d'équilibre, on ne l'atteint jamais aussi bien que lorsqu'on accepte d'avoir des composantes représentatives de notre société. C'était le cas, et c'est pour ça que ça a fonctionné. Et c'est pour ça que ça serait dommage de frustrer ce collectif, parce qu'il y a des enseignements à tirer pour l'avenir. Ça pourrait être une expérience généralisable à l'ensemble des territoires. Il y en a qui le proposent d'ailleurs dans leur campagne régionale. On voit bien que c'est un mouvement qui va sans doute avoir des suites. Est-ce que vous seriez favorable à l'organisation d'un référendum sur le climat, comme le président l'envisagerait? Moi, je pense qu'un référendum, c'est toujours un peu piégeant. Maintenant, redonner la possibilité à un collectif de citoyens de pouvoir s'emparer d'une question et via le Parlement ou d'autres institutions, de pouvoir la proposer à un référendum, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de pratiquer, comme on l'a fait à travers la Convention citoyenne pour le climat, des exercices de citoyenneté. Parce que c'est aussi l'apprentissage, je trouve, de la difficulté des politiques publiques qui doivent forcément arriver à trouver des points d'équilibre, à arbitrer et faire cet apprentissage. C'est aussi lutter contre le risque de démagogie, de dire voilà, il y a qu'à Faucon. Non, là, les gens se sont vraiment ont pris la matière à bras-le-corps, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ne comprennent pas qu'après 9 mois d'investissement aussi fort, on leur explique ce qu'ils ont fait, en gros, est passé par perte et profit. Est-ce qu'il faut prendre d'autres initiatives pour associer les citoyens? Est-ce que c'est en associant les citoyens qu'on résoudra, qu'on guérira la crise de la démocratie actuelle? Je le crois, et c'est exactement ce qui n'a pas été fait durant toute la gestion de crise du Covid. C'est-à-dire qu'on a pris des décisions extrêmement jacobines, centralisées, avec une vision qui ne correspondait pas du tout à celle des territoires, et avec le résultat qu'on voit. Je pense qu'une des clés dans la gestion de crise, c'est l'appropriation par les gens, par les échelons territoriaux, la commune, les métropoles, les départements, les régions, et d'arriver à faire que ce dialogue il s'organise au plus près des besoins des citoyens. Et là, vous avez une chance d'arriver à embarquer tout le monde. Au début de la crise du Covid, les gens n'étaient pas complètement paniqués, ils n'avaient pas l'impression qu'on était en guerre, ils avaient simplement le sentiment qu'ils allaient devoir faire des efforts, ils allaient devoir être inventifs, on allait devoir, chacun là où on est, trouver des solutions, et on nous explique que non, en fait, tout va se passer à l'Élysée, et que le Conseil scientifique plus Emmanuel Macron et le gouvernement suffiraient au bonheur du peuple. Ben non, si vous voulez gérer une crise, vous embarquez le maximum de gens. C'est une des règles même de la gestion de crise.
Est-ce que vous pensez que le président, ce sera la dernière question, est-ce que vous pensez que le président s'est un peu tiré une balle dans le pied? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est piégé lui-même finalement en organisant ces exercices de démocratie, quand même, il faut le noter, relativement inédit en France? Oui, c'est inédit, mais c'est d'autant plus inédit que si c'est un premier exercice, on essaye de ne pas le torpiller. Et en expliquant dans un premier temps que si, on va repasser à la moulinette l'ensemble des décisions, alors qu'il suffisait de transférer les propositions au Parlement, et le Parlement, de manière totalement souveraine, aurait fait le filtre. Mais il n'y avait aucune raison, puisqu'en plus l'engagement a été pris, de faire un premier filtre qui appauvrit considérablement le travail qui a été fait et qui détruit aussi les points d'équilibre. Et puis le deuxième moment que je trouve dans la forme qui est peu respectueux de la parole et du travail qui a été fait, on ne peut pas, même si on s'adresse aux jeunes, qualifier ce qui a été fait de truc et expliquer que ce n'est pas la Bible et le Coran. Personne ne pense que c'est la Bible et le Coran. Mais simplement, il y a un minimum de respect dû au travail qui a été fait par nos compatriotes. Ça, c'était le président dans une interview à Brut. Très bien. Didier Lebray, je vous remercie. Merci à vous. Merci.